Au milieu du siècle passé, 5 jeunes missionnaires américains étaient arrivés en Équateur. Ils rêvaient être les premiers à découvrir la tribu des Waorani non contactants à l'époque. Nous partons dans les endroits où s'était déroulée une histoire dramatique des premiers contacts. Nous nous atterrons au village Toniampare, un chemin de terre. De tels petits avions est un moyen de transport le plus répandu. La piste est très courte. Il est important de s'arrêter à temps pour ne pas cogner les arbres. Nous avons réussi à rassembler des gens qui connaissent le mieux comment cela s'était passé. Buenos dias. Dima, Dementa, Mathias, Oma, Begonka. Quand on regarde ces hommes souriants, on ne peut pas deviner ce qu'ils ont de commun. Ils sont les plus proches parents des Waorani qui sont les premiers à contacter les étrangers venus du monde civilisé. De plus, nous avons invité le dernier témoin de ces événements. Pour être franc, tout tremble dedans moi. La rencontre avec une telle personne est une chance exclusive. Et j'espère de pouvoir vous raconter les détails aussi uniques. Kimoyeti? Oui, Kimoyeti. Ces gens nous permettront de restaurer un tableau d'événements qui a bouleversé le monde des Waorani, ainsi que l'histoire de toute une région et de tout un peuple. Et nous allons commencer là où les pionniers ont fait leur découverte. On est dans une petite ville appelée Shell. On comprend, d'après son nom, qu'elle a été construite par la même compagnie pour ses employés qui menaient l'exploration pétrolière sur les terres des Waorani. Cette même ville est devenue le point de départ et la base pour l'opération Auka. Le mot Auka est traduit comme sauvage. C'était comme ça que les missionnaires ont nommé leur opération spéciale dont les détails étaient tenus au secret. Ce n'est que 5 participants et leurs femmes qui étaient au courant. Toutes leurs actions ont été documentées avec une caméra d'amateur. Plus tard, ce matériel a été utilisé par la création d'un film unique à travers les portes de la splendeur. Qui étaient ces aventuriers? Nate Saint, Jim Elliot, Peter Fleming, Ed McCauley et Roger Yuderian. De simples jeunes gars, le plus âgé n'avait que 32 ans. Les fins de leur mission. Avant, personne n'a osé à contacter des Waorani. Voici l'avion Piper A-14. Les missionnaires utilisaient les mêmes. En fait, c'est un monument au mouvement missionnaire. En même temps, c'est aussi un souvenir des vains efforts d'établir des contacts avec des tribus sauvages. L'avion légendaire Piper s'envolait justement de cette piste durant toute l'opération Auka. Les missionnaires savaient que quelque part dans la jungle, il y a des tribus de Waorani dispersées. Pour les retrouver, Nate Saint, le missionnaire, et le pilote extra-classe avaient divisé la jungle en secteurs et les peignaient systématiquement. Piper 14 pouvait voler à la faible vitesse, ce qui était un grand avantage lors de la reconnaissance aérienne. Volant en bas au-dessus de la jungle, on pouvait distinguer des habitations et des tribus non contactants dans l'espace entre les arbres. Dans la ville de Shell, juste en face de l'aérodrome, se trouve la maison du pilote Nate, le leader de 5 missionnaires. À l'époque, c'était le camp de base où on concentrait la provision et l'équipement pour la vie dans la jungle, où on planifiait et préparait des opérations spéciales. Aujourd'hui, c'est un musée où il y a des artefacts uniques et des photos concernant Auka. La maison de Saint, bâtie en 1948. C'est un centre de contrôle. C'est d'ici qu'on avait coordonné toutes les actions. Ici, il y avait des stations de radio. C'était essentiel. Grâce à elle, la femme de Sainte soutenait les contacts avec son mari et notait des coordonnées. Elle savait toujours où se trouve l'avion et le fixait sur la carte. Voici les registres où on inscrivait toutes les données concernant le vol des missionnaires. On notait la quantité de carburant. L'échange à la radio était constant. Voici la technique utilisée pour travailler dans la jungle. C'est la station de radio pour rester en contact. En septembre de 1955, Nate a eu de la chance de remarquer parmi les couronnes d'arbres sans fin la localité des Waorani. C'était quelques cabanes et des gens nus tout autour. Je me rappelle que, bien qu'on vivait longtemps dans la forêt, on n'a jamais entendu un bruit fort. Mais une fois, allant à la rivière, on a entendu un bruit inhabituel et on a vu l'avion. Les gens qui n'avaient jamais vu un avion ont réagi différemment.
Notre guide Ginto nous a raconté que l'ayant vu étant tout petit, il a pensé avec ses compatriotes que c'était un fantôme. Les parents étaient horrifiés. On a pensé que c'était un monstre ou un fantôme qu'on nommait Oremue. De notre expérience d'expédition, nous savons que des tribus non contactantes peuvent percevoir un avion comme quelque chose vivant, par exemple comme un oiseau de proie ou un insecte gigantesque. Avec de tels gestes, ils tâchent de faire peur. Ils essayaient d'effrayer l'hélicoptère. Est-ce que vous avez compris que c'était une chose mécanique créée dans un autre monde, ou vous l'estimiez d'être une chose vivante? Nous avons vu le pilote dedans. Il faisait signe de la main. Donc nous avons compris que c'était un homme et l'avion n'était pas un monstre. Le lendemain, l'avion a été de retour. Il y avait un grand panier suspendu à une longue corde où on a mis un petit couteau. Grâce aux particularités de sa construction, on a inventé un schéma très intéressant d'échange avec des non-contactants. Piper faisait des cercles à une faible vitesse avec une corde sur laquelle pendait un panier avec un cadeau. À cause de la longueur de la corde et du rayon minimal de la manœuvre, le cadeau fixé au bout de la corde restait pratiquement sans mouvement. Il était facile aux Indiens de venir et de le prendre. Le lendemain, l'avion est revenu. Il nous a apporté une machette. Nous avons pensé qu'il fallait probablement leur donner quelque chose en échange. La fois prochaine, nous leur avons envoyé un perroquet. Ils l'ont pris. Le perroquet savait parler. Il disait « Ma maman à Kao ». C'était le nom d'une femme de notre village. Est-ce qu'il est vrai que vous leur avez envoyé de la viande de singe? Oui, après la chasse, nous avions beaucoup de viande de singe et nous voulions que les étrangers la goûtent aussi. La joie des missionnaires n'avait pas de borne. Leur plan travaillait. Ils étaient sûrs que les cadeaux en échange, c'est un bon signe qu'ils pourraient devenir des amis avec des sauvages. Ils sont venus plusieurs fois. Une fois, nous avons décidé de tirer l'avion en bas tenant la corde. Mais le pilote l'a coupée et elle était tombée. Après cela, il nous envoyait des sacs avec des choses sur des parachutes. Il y avait des cadeaux pour tout le monde. Mais on avait peur. Nous ne comprenions pas pourquoi cette chose venait si souvent. Après un mois et demi d'échange actif de cadeaux, les missionnaires ont décidé que les Waorani étaient plutôt amicaux. Et ils ont décidé qu'il est temps pour le premier contact et qu'il n'y avait pas de danger pour leur vie. Ils ont survolé l'emplacement des Waorani, ont trouvé une bande de sable d'une longueur de 200 mètres au bord de la rivière Kurakai. Ici, l'avion a de nouveau joué un rôle important car il avait besoin d'une très courte distance pour s'envoler et atterrir. À la recherche de cet endroit, nous partons en bateau ensemble avec les parents des participants de cette première rencontre. Mais il n'est plus facile de le retrouver. Durant un demi-siècle, la ligne de la rive a changé plusieurs fois. Non loin, nous trouvons un avant-pays. Nous voyons un petit banc de sable. Les missionnaires ont trouvé à peu près le même où leur avion avait atterri. Cela ressemble à la scène de l'année 1955. Donc l'avion avait atterri sur la même plage? Oui, mais un peu plus large. D'après les sources officielles, elle avait 200 mètres de longueur, mais le sable était le même. Les missionnaires étaient des pilotes. Atterrir ici, c'est vraiment risqué, même pour des pilotes avec expérience. Les missionnaires ont spécialement choisi un endroit un peu à côté du village, à 7 km. Ils ne voulaient pas que leur visite ait paru une invasion sur la terre de la tribu. Les Américains ont organisé un camp et ont attendu l'arrivée des Indiens. Nous avons entendu le bruit du moteur du côté de la rivière Kurakai et nous y sommes allés. Sur la rive, nous avons vu des missionnaires, mais nous n'avons pas voulu nous approcher tout de suite. Et nous les suivions à distance dans la forêt. On peut dire que dans la forêt, les Indiens deviennent des jaguars. Ils marchent très lentement et sans bruit. On ne les entend ni voit. De la rive, on ne peut pas voir ce qui se passe dans la forêt car le feuillage dense couvre tout autour.
Par contre, de la forêt, on peut dévisager les rivières très bien entre les feuilles. D'ici, il est très commode de suivre l'ennemi avec une lance dans la main. Il ne te remarquera pas. Quand le Vaorani se prépare à une rencontre, il passe beaucoup de temps à surveiller les étrangers. Il compte des gens et la quantité d'armes, définit ceux qui sont les plus dangereux. Bref, ils étudient la situation. Les missionnaires ont emporté leurs effets et ont organisé un camp. Un petit avion ne peut pas apporter beaucoup de choses. Le camp était construit des matériaux improvisés. Dans la journée, ils se cachaient du soleil sous une petite canopée. Dans la nuit, ils montaient très haut sur l'arbre. Ils avaient une cabane sur cet arbre. Pourquoi ils vivaient sur l'arbre? Ici, il y a beaucoup d'animaux dangereux, des jaguars, des serpents par exemple. Comme ça, ils étaient plus en sûreté. 3 jours après l'arrivée des missionnaires, les Indiens ont décidé de sortir de la forêt et de s'approcher du camp. Nankivi et 2 femmes sont venus premiers. Mon père était le plus curieux et il est allé le premier. Il a été reçu amicalement. On lui a donné à manger et à boire. Durant la première rencontre, ils se sont expliqués à l'aide des gestes. C'était un moment exceptionnel. Les gens de la forêt ont appris que dans le monde existaient d'autres gens. Les missionnaires souriaient beaucoup. Il était très important de montrer de bonnes intentions. Les Indiens dévisageaient les nouveaux arrivants et touchaient leur technique. Vous voyez ce moment historique sur des photos prises par les missionnaires. Ces photos sont très rares, unique témoignage de la première rencontre avec des Vaorani. Les missionnaires nous ont offert beaucoup de choses de valeur. Machettes, casseroles, haches, cuillères, couteaux. Ils essayaient d'expliquer qu'ils peuvent amener beaucoup plus de cadeaux. Mais il fallait avoir une place pour atterrir l'avion, autrement on peut le casser. Ils montraient avec des gestes qu'il faut couper des arbres pour pouvoir atterrir l'avion près du village. On a même invité mon père à faire un tour. Ils ont survolé notre village et il a crié par le haut-parleur. « Salut, c'est moi, Nankivi. Je vole au-dessus de vous. » C'est ainsi que le 6 janvier 1956 a eu lieu un événement historique. Le premier contact paisible avec la tribu Vaorani. Les missionnaires ont vu que la tribu qu'on estimait d'être de meurtriers est capable de communiquer en paix et de ne pas être dangereux. À ce moment, les Américains se sentaient déjà vainqueurs et pensaient que tout allait bien. Probablement, ils ont décidé que le contact avec les Vaorani était établi. Ceux-là avaient mangé et même survolé, donc c'était déjà l'amitié. Oui, à ce moment, ils étaient tout à fait tranquilles et ne se représentaient aucunement ce qui allait arriver.